On va attendre que tout le monde soit installé. Bienvenue au Verdon-sur-Mer. Alors, Verdon-sur-Mer est en Médoc. Et en Médoc, on a toujours un quart d'heure de retard. Donc, c'est une habitude. Il y en a certains qui ont voulu rétablir des normes avec des départs à l'heure, mais ils n'ont pas été réélus. Bon, allez. Donc, bienvenue à tous dans notre belle salle Lotesia, qui nous est aimablement prêtée par la municipalité du Verdon. Et je vais passer la parole à Jacques Manchard, qui va vous donner les instructions. Je ne parle pas trop vite là pour la traduction, c'est OK? Jacques Manchard va vous donner les instructions qui vont bien pour le déroulement de nos 2 jours de travaux dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la mise en œuvre de l'optique de Fresnel à Cordouan. Oui, donc bonjour. Quelques renseignements donc pour vous aider à bénéficier au mieux des conditions que nous avons préparées pour ces 2 journées. C'était une aventure lancée en 2022 et puis donc aujourd'hui c'est le séminaire de clôture de toutes les manifestations organisées. Donc des remerciements donc à Monsieur le maire et à la mairie du Verdon-sur-Mer pour nous accueillir, à l'Association internationale de signalisation maritime, l'AISM, qui nous a soutenus dans la préparation de ces 2 journées. Bien entendu, le secrétariat d'État à la mer qui a trouvé le financement et qui est porteur au travers de ces manifestations d'une mise en valeur du monde des phares et balises et de la sécurité et signalisation maritime. Je n'aurais garde d'oublier Phare de France, l'association Phare de France qui a été la petite main et le support pour toute la mise en œuvre de ces activités. Et puis localement, bien entendu, un grand merci à la Subdivision des phares et balises du Verdon et à toutes les personnes de Phare de France, de la Subdivision, qui nous ont beaucoup aidés. Au niveau sécurité, il y a une issue de secours. J'espère qu'on n'aura pas besoin voilà, merci Henri, de dégager. Je pense pas qu'il y ait de conditions très très particulières. Ensuite, donc dans l'organisation de la journée, donc le déjeuner est prévu d'1 heure en dispositif buffet dans la salle Cordouan. Donc en sortant à gauche dans la rue, vous suivez, vous tournez à gauche dans la 2e rue et c'est tout au fond de la rue, un immeuble moderne avec un habillage en lattes de bois. Il se voit très bien. Il y aura une pause café aussi. Encore merci aussi au personnel de la subdivision qui nous ont aidés pour cette pause. Pour les personnes qui n'ont pas de badge, merci au moment du déjeuner de vous rapprocher des personnes qui sont dans le hall pour obtenir votre badge. De la même façon pour les tickets repas. Pour ce qui est de la visite à Cordouan, donc vous devez avoir un ticket. On a des difficultés au niveau sécurité nombre sur le bateau, donc il faut absolument qu'on respecte le nombre maximum de 45 personnes. Donc pour lundi, pour la visite de lundi après-midi. Et donc, par contre, il y a de la place pour la visite de mercredi. Donc, s'il y a des personnes que ça ne gêne pas, merci de proposer peut-être de visiter Cordouan mercredi. Il y aura d'ailleurs, de toute façon, un petit peu plus de temps pour faire la visite sur place. Autre point, donc, il n'y a pas de Wi-Fi. Si vous voulez utiliser du Wi-Fi, servez-vous de votre téléphone pour émuler votre micro-ordinateur, des choses comme ça. Et je vais terminer par la traduction simultanée. Nous avons le plaisir d'avoir 2 interprètes avec nous qui vont traduire
les interventions et les débats, puisque dans chaque session, on a des interventions et une phase d'échange. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a des micro-baladeurs pour pouvoir s'en servir. Donc, les casques, la voix 1, c'est le français, la voix 2, c'est l'anglais. Je vous demande, lorsque vous quittez la salle, de laisser les casques sur votre chaise. De toute façon, on aura besoin de vérifier qu'ils sont encore chargés. Et donc, on ne part pas avec le casque ce soir. Les casques restent ici parce qu'on a besoin de les recharger ce soir. Voilà, je crois ne rien avoir oublié. Oui, même pour la pause café et le déjeuner, merci de laisser les casques dans la salle sur votre chaise. Voilà, je vais repasser la parole à Jean-Marie Calbet, qui est le président de séance pour la première session de la journée. Merci beaucoup. C'est pour lui. Merci de ces applaudissements pour Jacques, j'ai bien compris. Hein. Donc, le premier intervenant de cette cérémonie d'ouverture est Monsieur le maire de la commune du Verdon-sur-Mer qui nous accueille dans ses locaux. Monsieur le maire, Monsieur Jackie Bidalin, pour les intimes. Bonjour et bienvenue. Un petit mot pour vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir dans notre petit village dans le cadre de la célébration de l'installation de la première lentille de Fresnel, juillet 23, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Oui, merci. C'est à Monsieur Calbet et à son équipe, Monsieur Calbet, donc président de l'Association des phares de France, que revient tout le mérite d'avoir organisé et soigné la qualité de cet accueil malgré le mauvais temps. Le programme me paraît bien chargé. Le coût du spectacle sera bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas le vertige, comme moi, la découverte du phare de Cordoue, situé sur la parcelle numéro 1 de la commune du Verdon. Ce séminaire devrait permettre, ou aurait dû permettre, à nos amis venus de très loin parfois, et je les remercie de leur présence, de découvrir notre territoire. Il y a 52 week-ends à l'année, il en fallait un. Il n'y a pas eu pire que ça depuis le début de l'année. J'ai cru comprendre qu'au-delà des conférences et autres interventions, notre président a aussi prévu quelques moments de détente. C'est fait. Je terminerai en vous souhaitant bien évidemment un agréable séjour. Un grand merci à Jean-Marie et à toute son équipe pour leur investissement dans cette organisation. Je vous souhaite un séminaire des plus enrichissants que possible. Travaillez bien et on se reverra un peu plus tard dans le cadre de ces 2 jours. Merci et bon travail. Bien, je vais demander maintenant à Monsieur le directeur de la Direction Générale des Affaires Maritimes. Alors, je ne sais jamais exactement ce que DGAMPA veut dire, il va nous le dire, de nous faire quelques mots d'accueil, parce que c'est la DGAMPA qui est à l'origine, qui est à l'initiative de cette belle manifestation. Très bien, bonjour à tous. Alors, c'est un vrai plaisir d'être de retour ici dans cette belle commune du Verdon. Et monsieur le maire, je tiens quand même à vous dire que le temps n'est pas aussi dur ou difficile qu'il n'y paraît, puisque nous avons eu la chance d'aller sur le phare, d'y dormir et d'en revenir. Vous aurez cette chance-là aussi cet après-midi, donc sans être trop mouillé, vous voyez, donc on est en tout cas en un seul morceau. Merci à tous d'être présents, merci à nos amis notamment qui viennent de très loin, à nos amis de l'Association internationale des associations maritimes, que nous sommes en train de transformer en organisation intergouvernementale. C'est pour nous donc un sujet très important pour la France qui, je rappelle, accueille le siège de la ISM. Merci évidemment donc à tous les membres de Phare de France, donc avec lesquels nous travaillons,
Et merci à toutes mes équipes, à toutes les équipes de la direction générale, donc qui sont donc derrière aussi à la fois donc ces festivités, derrière donc l'entretien, l'accompagnement, donc la valorisation de notre patrimoine maritime, de nos phares, donc de notre dispositif de signalisation maritime. Et je tiens tout particulièrement à saluer donc les équipes locales, à la fois donc les équipes de la subdivision des phares et balises du Verdon, mais aussi Solange Majourot qui se cache, j'en suis sûr, donc mais qui donc a été vraiment donc la grande instigatrice aussi de toutes ces festivités, puis aussi donc qui inlassablement défend le phare de Courdouan depuis maintenant plusieurs années. J'ai eu l'occasion de l'observer donc depuis maintenant quelques années que je travaille sur ces sujets. Alors la France a fait le choix, et du coup je vais introduire aussi donc, notre administration maritime, la France a fait le choix de créer un ministère de la mer dédié entièrement donc, à la mer dans toutes ses composantes, que ce soit donc le transport maritime, la sécurité et la sûreté maritime, mais aussi la pêche, l'aquaculture, la protection des océans, donc le littoral, les activités diverses que nous développons, comme par exemple donc, les éoliennes donc, en mer, donc qu'elles soient posées ou flottantes, et donc avec une forte composante qui est une composante scientifique de connaissance des océans et une composante aussi technologique. Donc une administration intégrée qui s'occupe de tous les aspects donc, de la politique maritime, et c'est cette politique maritime que nous portons en tant que direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, la DG en pas, et cette direction générale, elle est en charge de la politique maritime pour le compte d'Hervé Berville, qui est donc le ministre et que je représente ici en tant que directeur général. Donc l'État est très présent sur le maritime dans ce pays, donc, et l'État l'est à travers donc aussi donc, cette mission de signalisation maritime, comme il l'est avec l'ensemble des équipes présentes sur place dans toutes nos administrations de terrain. Cet événement aujourd'hui clôture donc les 200 ans de cette magnifique révolution technologique qu'a apporté Augustin Fresnel et qui a conduit donc, ici à tester la lentille sur le phare de Courdouan en 1823. Et cet événement nous rappelle aussi quelle est la mission que nous portons à travers donc, les phares et balises, et comment donc, les sciences, comment donc, les évolutions technologiques ont toujours marqué cette mission. Je crois qu'il faut quand même souligner d'abord donc, la dimension, et c'est aussi pour ça que nous sommes ici, la dimension technologique, la dimension de rupture, de révolution technologique qu'a apporté l'invention d'Augustin Fresnel. Augustin Fresnel, donc, qui est mort jeune, vous le savez. Donc, il n'était pas du sud-ouest malheureusement, mais il était donc, né en Normandie. Mais il a donc, vraiment donc, travaillé sur l'ensemble des composantes de notre métier. Donc, et encore aujourd'hui, notre métier est façonné aussi par cette révolution technologique. Et il a donc été l'inventeur de la théorie ondulatoire de la lumière et de cette lentille donc, que nous célébrons, dont vous verrez donc, à de multiples reprises à travers des panneaux d'information, à travers des copies, des explications, donc, dont vous verrez aussi donc, à la fois les composantes et surtout donc, la valeur scientifique. Et Augustin Fresnel était un polytechnicien, donc il était diplômé d'école polytechnique, il était un ingénieur, et cette double formation donc, l'a évidemment mis en avant donc, sur la dimension technologique, mais il a surtout été un homme de génie qui a décidé de faire autrement donc, pour justement améliorer la mission de notre dispositif de signalisation et pour construire également autour de ce dispositif de signalisation une administration dédiée et aussi une gouvernance dédiée, puisque donc, il a été secrétaire de la commission des phares et balises. Et donc au fond, cette dimension technologique l'a très vite amené donc, à une dimension métier, qui, comme certains d'entre vous le savent, donc, a été reprise ensuite par son frère, Léonard Fresnel. Donc dimension technologique forte, révolution technologique majeure, mais également donc, dimension à la fois administrative, humaine, et finalement d'organisation d'une mission donc, dans ce pays qui aujourd'hui encore donc, façonne donc, le métier des hommes et des femmes qui défendent donc, cette mission de sécurité et de sûreté maritime. Alors la sécurité maritime pour nous, et ça j'insiste beaucoup, c'est une mission utile et nécessaire. Pourquoi est-ce que j'insiste? Alors, je pense que je prêche ici des convertis, donc ce ne sera pas trop difficile. Mais quand vous parlez au grand public, donc, et je pense que l'Association des phares de France donc, le fait régulièrement, quand vous parlez à nos concitoyens, ici comme ailleurs, donc, eh bien, leur expliquer qu'aujourd'hui, on a encore besoin de phares, qu'on a encore besoin
de signalisation maritime. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et la question qui revient souvent, c'est de nous dire, mais au fond, est-ce que tout ça est encore utile? Est-ce qu'on a encore besoin, avec toutes nos technologies très modernes, donc, de phares pour se repérer? Alors, la réponse évidemment que nous apportons, et je pense collectivement, c'est bien sûr oui, pour nos marins, pour assurer la sécurité de nos équipages, de notre navigation. Oui, la technologie moderne donc, ne suffit pas pour assurer donc, la sécurité de nos côtes. Dans ce pays, on y est particulièrement sensible parce que la France a été marquée par des accidents maritimes majeurs, par des pollutions majeures qui ont à chaque fois rappelé l'importance d'une surveillance de nos côtes, l'importance donc d'un dispositif qui aide les marins à naviguer quelles que soient les conditions et quelles que soient les ruptures, les absences donc, ou les accidents technologiques. Donc cette mission, l'importance de la mission, c'est aussi ce que nous rappelle Augustin Fresnel, car à travers sa révolution technologique, donc, il a aussi mis en avant donc, cette très belle mission qui aujourd'hui encore donc, est au cœur de notre administration maritime. La troisième dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est le patrimoine. Alors j'ai eu la chance avec Solange, avec d'autres, et Jean-Philippe Quiteau, en tant que directeur local, a repris cette mission aujourd'hui de porter cette candidature au patrimoine mondial. Donc ici, nous sommes aussi donc, dans un lieu de patrimoine. Patrimoine donc, maritime, patrimoine donc, que, au fond, nous devons entretenir donc, et léguer aux générations futures. Et ce phare de Cordon que vous découvrirez pour beaucoup peut-être d'entre vous cet après-midi, ce n'est pas simplement un lieu technologique, ce n'est pas simplement un lieu de travail professionnel, hein, c'est un lieu qui fonctionne, encore une fois j'insiste, donc c'est aussi un lieu de patrimoine, de culture et de rayonnement d'un territoire. Et ce travail-là, nous le faisons aussi avec l'ensemble des acteurs du terrain, l'ensemble des acteurs du territoire, avec le SMIDEST. Donc, je tiens à saluer Mélissa, donc, qui est juste en face de moi, dans l'axe, donc, et qui est très à l'honneur d'ailleurs au phare de Cordouan, vous verrez. Et c'est ce travail donc, avec l'ensemble des acteurs de terrain, l'ensemble des collectivités, qui nous a permis aussi d'obtenir le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation de l'ensemble des acteurs, s'il y avait eu simplement finalement l'aspect purement donc, mission que nous portions nous en tant qu'administration de l'État, sans les acteurs de terrain, sans la mobilisation des collectivités, eh bien nous n'y serions peut-être pas arrivés. Et en tout cas, donc, moi je me félicite de cet écosystème donc, qui fonctionne très bien ici à Cordouan et que vous pourrez saluer cet après-midi. Donc ces dimensions différentes, multiples, font aujourd'hui la grande richesse de ce lieu, la grande richesse de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Et je tiens vraiment à non seulement donc, à saluer donc, le travail continu des équipes de terrain, mais aussi à vous redire donc, à quel point nous avons besoin de vous dans vos expertises, donc, vos expériences donc, parfois donc, lointaines aux quatre coins de la planète, donc, pour nous aider à évoluer, pour nous aider donc, à continuer cette adaptation constante donc, d'un point de vue technologique, et nous aider aussi à rayonner et à faire connaître donc, nos missions, à faire connaître ce patrimoine auprès de nos concitoyens. Je pense que cette mission-là, donc, elle est aussi importante, et ce relais que vous pouvez constituer à travers l'Association des phares de France, à travers l'ensemble des collectivités, nous en avons vraiment clairement besoin, et nous comptons sur vous, au-delà des travaux très riches que vous aurez donc, ces 2 jours, pour parler autour de vous, faire connaître donc, ces missions, faire connaître ce patrimoine. Donc je vais clôturer ici cette allocution d'ouverture. Alors Jean-Philippe, je crois, donc, tu n'avais pas prévu de parler maintenant, tu parleras tout à l'heure au phare. Donc je vais passer la parole donc, au prochain interlocuteur qui sera Henri Masson, qui travaille avec nous sur les aspects patrimoniaux et qui est donc un peu notre relais dans l'animation vraiment de ce phare en tant que patrimoine. Il fait aussi le lien avec le ministère de la Culture. Encore une fois, donc en France, donc on essaye de coordonner donc les différentes missions, de coordonner les différents acteurs pour faire en sorte que tout se passe au mieux et dans l'intérêt de nos missions et de nos phares. Merci encore à tous et je vous souhaite une excellente journée, une excellente visite de Cordouan donc, et un très bon séminaire.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres de l'AISM, mesdames et messieurs les intervenants, chers collègues du secrétariat chargé de la mer, de la DG AMPA et de la DIRM SA, chers collègues du ministère de la Culture et de la DGPA, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, chers membres de l'association Phare de France et chers amis, je remercie vivement les autorités de l'AISM de m'avoir invité à dire ces quelques mots devant vous aujourd'hui, en ce lieu ô combien symbolique où nous sommes réunis. Et je suis donc particulièrement heureux de pouvoir, à la suite du directeur général, contribuer à l'ouverture de ces journées. Et je suis certain des échanges de qualité qui s'annoncent au cours de ces 2 journées. Je voudrais féliciter à la fois les membres de l'AISM et les organisateurs d'avoir choisi opportunément ce site de la Pointe de Grave pour nous réunir à l'ombre du mythique grand phare de Cordouan. Car comme vous le savez, le phare de Cordouan, monsieur le directeur l'a rappelé tout à l'heure, a été classé parmi les monuments historiques dès 1862. Et il figure dans la liste à côté de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Strasbourg ou, pour notre secrétaire d'État préféré, de la basilique Saint-Sauveur de Dinan. Il a été classé en 1862, et ensuite il y a un grand vide, et il n'y a pas eu de protection pendant à peu près 150 ans. Et donc nous avons eu, conjointement, avec le secrétaire d'État chargé de la mer, le ministère de la mer, à conduire un travail de fond interministériel, pas seulement sur le papier, pour reconnaître la qualité exceptionnelle du patrimoine que constituent les phares. Je voudrais évoquer avec Jacques Manchard, qui a été le Deus ex machina des réjouissances d'aujourd'hui, notre première rencontre à Ouessant, en été 2005, au phare du Créache, où s'était réunie la Commission régionale du patrimoine et des sites, en présence, ou plutôt sous la houlette, de la préfète de région, Bernadette Malgorn. Elle avait abouti à la protection des phares de Pinmar, de Saint-Mathieu, d'Ouessant et de l'île Vierge. Quel chemin parcouru depuis? Quel travail accompli avec les services déconcentrés des DRAC et des DIRM. Il faut nous rappeler que nous avions aussi des complicités, celle de François Goven et de François Massé-Lépinay à l'inspection générale des monuments historiques, de Vincent Guignot, qui a contribué aussi à cette exposition, et de Damien Cazé, donc, qui était à l'époque le directeur des affaires maritimes. Ce travail en commun a produit plusieurs publications, dont Monuments historiques des Côtes de France, aux éditions du patrimoine, mais aussi des ouvrages modestes, très didactiques et très utiles, comme Les Phares, patrimoine des Côtes de France, édité par la Dame. Nous avons pu compter sur le soutien de grands alliés, le parc marin d'Iroise, grâce à qui nous sommes allés visiter tous les phares en mer d'Iroise, préalable indispensable à l'étude de leur protection. Et nous avons constaté que, contrairement à la rumeur entretenue par certains activistes, tous ces phares étaient soigneusement entretenus. Puis, plusieurs campagnes d'inscription se sont déroulées. En dernier, ce fut le tour des phares en mer, les bijoux de famille. Et on mesure la confiance mutuelle des services, et je me tourne vers Nicolas, pour en arriver à ce résultat. Pour finir, l'inscription d'une centaine de phares, puis le classement des plus remarquables. Et le suivant sur la liste, après Cordouan, c'était le phare du Stift, classé en 2011. La protection au titre des monuments historiques, c'est une reconnaissance par l'État de la qualité des édifices, mais aussi un engagement de l'État, comme l'a rappelé aussi Éric tout à l'heure, d'assurer la restauration, la conservation et la transmission aux générations futures. En pratique, un atout et une aide pour la restauration. Cela prend tout son sens à l'heure du bouleversement profond qu'a connu le service des phares et balises, avec l'automatisation progressive des phares et la disparition inéluctable de leurs 6 fameux gardiens. C'est un travail interministériel de préparation du projet, chacun avec ses compétences propres, différentes cultures d'entreprise, en ayant en tête à la fois de remplir les missions du service en entretenant le réseau des ESM pour assurer l'éclairage des côtes et protéger la richesse patrimoniale que représentent les phares. 2 compétences de l'État qu'il nous faut efforcer de rendre compatibles. Cela a pris des formes diverses et a conduit à quelques essais réussis. La création de la journée des phares, je sais pas, il y a une photo, j'appuie sur le boîtier. Voilà. Ah zut. Voilà, merci Jean-Marie. La journée des phares.
qui réunit chaque année les services de l'État et tout particulièrement les services du secrétariat d'État chargé de la mer et du ministère de la Culture, les collectivités concernées et intéressées. Elle s'est tenue cette année au Grau-du-Roi, en Languedoc, autour de la restauration du phare de l'Espiguette, projet porté par le Conservatoire du littoral et au premier chef par la commune, très engagée, et qui avait déjà restauré son autre phare sur le port. La cuvée 2023 de la Journée des phares a été un beau succès. La présentation des projets des différentes équipes a été particulièrement enrichissante dans une ambiance toujours extrêmement sympathique. Tous ces acteurs sont regroupés aujourd'hui au sein de l'association Phare de France, très judicieusement soutenue par le secrétaire d'État chargé de la mer, diverse, dynamique et qui devient le bras armé de l'administration. Nous en avons l'illustration aujourd'hui. Le secrétaire d'État chargé de la mer a décidé que l'année 2023 serait consacrée à Augustin Fresnel, immense savant, qui, à la suite de ses remarquables découvertes en optique, inventa et expérimenta les lentilles à échelon, ici même à Cordouan, en juillet 1823, il y a tout juste 2 siècles. Ces fameuses lentilles contribueront au grand programme d'éclairage des côtes, décrit avec tant de poésie par Michelet. Elles seront utilisées ensuite dans le monde entier pour augmenter la portée des phares et permettre la meilleure sécurité des navires. C'est à l'association Phare de France, alliée aux services tant centraux que déconcentrés, que nous devons l'organisation de cette année Fresnel, en commémoration de ces travaux de cet immense savant dont Monsieur le directeur en a parlé tout à l'heure. Le colloque qui nous réunit aujourd'hui en est la clôture. Il y a eu des conférences à Paris, en région, en webinaire, des plus grands spécialistes français et internationaux de l'optique, de l'histoire des phares et du service. Une exposition itinérante, des concerts et autres manifestations festives et artistiques de haut niveau. Nous aurons, dans le riche programme de ces journées, l'occasion d'admirer la récente restauration du phare du Verdon et ses aménagements en musée qui font vivre non seulement le bâtiment, mais aussi les objets. Bravo à Jean-Marie Calbet, qui a été le gardien et le maître d'œuvre de cette belle réalisation. Je souligne que Jean-Marie, après avoir été le trésorier, est désormais également le président de l'association Phare de France. À ce titre, je lui adresse toutes mes félicitations pour son engagement, en particulier dans l'animation d'une association si vivante. Nous avons tous pu l'apprécier lors de notre réunion il y a 10 jours en Languedoc. Et je remercie également Jean-Marie Chauvet, qui était le précédent président, qui a aussi beaucoup contribué à ces animations. Ces rencontres organisées par Phare de France régulières nous donnent l'occasion de travailler ensemble sur cette matière qui nous passionne, source d'une acculturation culturelle ou d'un apprivoisement, en nous permettant la découverte des métiers et des usages qui forment une sorte de patrimoine immatériel. Nous partageons, je crois, le souhait et la conviction qu'il nous appartient de faire vivre ce patrimoine, de le conserver, de le transmettre et d'en faire profiter le public. Comme Éric l'a rappelé, les collectivités sont sensibles à cette démarche exemplaire qui a été adoptée pour les services de l'État. Ils s'y associent volontiers. C'est le cas de Cordouan, autour duquel a été construit le SMILEST, qui réunit le conseil régional, les conseils départementaux, les communes de part et d'autre du fleuve. Considérant l'enjeu en matière d'image, de destination touristique, le syndicat mixte prend en charge l'animation, la visite et le gardiennage du monument. Cette gouvernance sur mesure est remarquable et elle est certainement, je partage l'avis du directeur général bien sûr, elle est certainement pour beaucoup dans l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du roi des phares. Le phare du Stif, donc le suivant sur la liste, construit en 1699, est un exemple de restauration conduit par les services de l'État, le ministère de la Mer, le ministère de la Culture et le Conservatoire. D'autres projets sont achevés ou en cours, le Cap Ferret, l'île Vierge, le Cap Béar, le Grau-du-Roi, Pinmar, Dunkerque, Port-Vendre, Calais et le phare des Baleines. Conscient des enjeux que présentent ces sujets, Mme Girardin, ministre de la Mer, et Mme Bachelot, ministre de la Culture, ont souhaité et lancé en 2021 une mission sur la connaissance et la mise en valeur du patrimoine maritime. Et cette mission a opportunément survécu au changement de gouvernement de l'été 2022. Elle a été présentée et approuvée par la ministre de la Culture, Mme Abdul Malak, et M. Berville, le 12 avril dernier. À cette occasion, les ministres ont signé une convention s'engageant à poursuivre et à développer la coopération interministérielle entre la culture et la mer, ce qui se traduit par le souhait des deux ministres que le thème des Journées européennes du patrimoine, une des prochaines années, peut-être 24 ou peut-être 25, soit consacré au patrimoine maritime, fluvial et lacustre, l'organisation de réunions interservices. Ça, c'est une photo qu'on voit au Grau-du-Roi. Voilà. Réunions interservices
dans les régions maritimes. Les 2 premières se sont déroulées entre la DRAC Pays de la Loire et la DIRM Namo, et entre la DRAC Occitanie et la DIRM Med. Elles seront suivies d'une réunion entre la DG AMPA et la DGPA. Ces journées sont pour les services de l'État l'occasion de faire connaissance, de découvrir leurs missions respectives en vue de construire une culture commune. Le lancement à l'Institut national du patrimoine de formation, la reprise du projet de phare et balises d'Ouessant en accompagnement du conseil départemental du Finistère. Cet équipement prendra sa nouvelle place, agrandi et embelli d'un nouveau parcours dans les bâtiments du phare du Créache à Ouessant, classé parmi les monuments historiques. Et à ce titre, il fait l'objet d'un cofinancement avec le ministère de la Culture. Il est prévu d'organiser également un colloque international sur le thème du patrimoine maritime en lien avec l'UNESCO. Et puis, il faut rappeler que le financement par le FIM, le Fonds d'intervention maritime, de nombreux projets de restauration du patrimoine, plus de 20 opérations en 2023, pour un total de plus de 16 millions d'euros en cofinancement avec le ministère de la Culture. Tous ces projets s'inscrivent dans la volonté du président de la République d'une année de la mer pour 2025. Ils lui ont permis de dire non seulement nous sommes la 2e puissance maritime du monde, mais surtout, au cours de son discours au Mont-Saint-Michel le 5 juin 2023, en 2025, nous allons accueillir la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice, mais nous devons faire de l'année 2025 l'année des océans. Il nous faudra lancer toute une série de travaux pour œuvrer, préparer, mobiliser, faire connaître dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans le monde professionnel et faire pleinement de la France cette grande nation océanique. Voilà à quoi peut servir le patrimoine. Cette liste, pardonnez-moi, peut-être un peu longue, montre les avancées que le travail, l'engagement et l'intérêt des services ont rendu possible dans ce temps. Mon cher Jacques Mansart, si, lorsque nous nous sommes rencontrés à Ouessant en 2005, quelqu'un nous avait dit tout cela, ni toi, ni moi ne l'aurions cru. Je vous remercie. Merci Henri. Alors je vais en profiter dans ce lien entre la culture et la technique. Nous avons, alors vous l'avez peut-être remarqué, nous avons un artiste verdonnais qui s'appelle Alain Péclard qui est dans la salle et qui fait des œuvres qui rappellent des évolutions techniques, et parmi ces œuvres, vous en avez 3 exposées là-bas. Il y en a une qui est dédiée à Rutherford, l'autre elle est dédiée à Fresnel, et alors la 3e, je n'ai pas regardé, Alain, c'est... Ah, c'est Jung. Voilà, donc vous avez trois œuvres que je vous invite à découvrir pendant la pause, qui, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais qui ne devrait pas tarder. On est bon là. On est bon pour la pause. Alors, on va pouvoir ressortir les gobelets à la machine à café. Je les avais enlevés parce que le café n'était pas filtré, mais là maintenant il devrait être prêt. Donc une petite pause de 15 minutes pendant laquelle je vous invite à laisser vos écouteurs et tout ça sur les chaises, ou en tout cas pas partir avec à l'extérieur. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, un petit café directement servi à la machine, on va vous apporter des gobelets. On reprend dans 15 minutes.